Bonjour et bienvenue pour une après-midi à la ferme, une ferme un peu particulière parce qu'on est porte de Versailles à Paris au Salon de l'Agriculture qui a ouvert ses portes ce matin pour une émission exceptionnelle, Patrick. Bonjour Anne-Sophie, bonjour à tous. Alors nous ne sommes pas seuls évidemment dans ces allées. Près de 600 000 personnes sont attendues ici pendant 10 jours, notamment près de ces stands qui représentent l'Occitanie. Alors beaucoup de visiteurs mais aussi des candidats à la présidentielle. Auxquels les agriculteurs pourront leur dire un mot tout simplement et aussi leur colère, Anne-Sophie. Oui, parce qu'on va revenir sur les crises qui ont marqué le monde agricole ces derniers mois, notamment la grippe aviaire, puis on parlera évidemment du prix du lait et de la viande. Mais il y a aussi des raisons d'espérer dans notre grande région agricole Occitanie. De plus en plus d'exploitations se convertissent au bio. Et puis on le voit bien ici autour de nous, de plus en plus de consommateurs veulent être au plus près des producteurs. On débattra donc aussi des circuits courts. Mais pour commencer, quelques éléments. Que pèse exactement cette nouvelle grande région dans le monde agricole? Quelques repères tout de suite avec Christophe Romain. L'Occitanie, c'est la région agricole de tous les superlatifs. Première région viticole du monde avec 36% du vin français produit. Elle cumule d'autres titres. Première région française pour les productions ovines, les semences et la production apicole. Deuxième région française pour la production fruitière et les palmipèdes gras. Le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire constitue donc l'un des piliers de l'économie occitane. 164 000 emplois en dépendent pour un chiffre d'affaires de 13,7 milliards d'euros, bien loin devant le tourisme et l'aéronautique. Petite ombre au tableau, la surface des exploitations. L'Occitanie est la deuxième région pour sa surface agricole utile. Mais avec un peu plus de 42 hectares, les entreprises agricoles y sont 2 fois plus petites que dans le reste de la France, 85 hectares en moyenne. La productivité de la région pourrait donc être grandement améliorée. C'est donc une région à fort potentiel, comme on dit, mais quelle voie, quel avenir faut-il choisir pour les prochaines années? Eh bien, on va en parler dans cette émission spéciale. Je vous rappelle que nous sommes toujours au Salon de l'Agriculture, porte de Versailles. Et on va ouvrir la première partie de cette émission consacrée à la crise de la grippe aviaire. 2 crises en un an seulement. Une crise qui frappe un produit emblématique de la région, Patrick, c'est le foie gras. Et un chiffre pour commencer. 3 millions de canards abattus dans le sud-ouest, soit 8% de la production nationale. Et encore, c'était avant que soit décidé ce mardi l'abattage des canards des Landes, près de 300 000 bêtes. Alors, où en sommes-nous de cet épisodique qui frappe durement la profession? A-t-on pris des bonnes mesures pour l'endiguer? Et quelles solutions pour s'en sortir? Avec nous, pour répondre à ces questions, 4 invités. Bernard Malabirade, bonjour. Bonjour. Vous avez été responsable de la cellule de crise grippe aviaire dans le Gers et vous présidez la FDSEA dans ce même département. Il y a un autre Gersois avec nous. Bonjour Lionel Candelon. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de l'association Les Canards en colère. Tout à fait. Et puis à côté de vous, il y a Xavier Palouse. Vous êtes président de la coordination rurale Midi-Pyrénées. Et vous êtes allé jusqu'à porter plainte pour connaître l'origine de cette maladie. Exactement. Enfin également avec nous, Vincent Labarthe. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président socialiste du Conseil régional en charge de l'agriculture. Alors en quelques mots, messieurs, chacun de vous à votre niveau, comment vous qualifiez la situation actuelle? Bernard Malabirade. Écoutez, la situation est grave pour nos élevages. Alors je veux ici rappeler qu'il n'y a pas de risque pour l'homme et qu'on peut consommer des produits sans risque. On a bien affaire à un problème sanitaire, un virus qui touche les oiseaux, tout ce qui porte des plumes, et en particulier nos élevages qui sont élevés à l'extérieur, qui sont peut-être plus exposés à ces virus qui viennent de la migration des oiseaux. Lionel Candelon. La situation sociale et économique du sud-ouest tout entier est désastreuse. Aujourd'hui, on a au niveau amont de la filière de grosses difficultés pour passer cette crise qui suit celle de l'année dernière. Mais on a également aussi un aval qui est mis sur le tapis totalement au niveau des petites et moyennes entreprises et qui va faire du bilan à ce niveau-là. Vincent Labarthe, la situation est-elle si critique que la filière est en danger? Oui, bien sûr, la situation est critique, on ne peut pas l'ignorer. C'est une filière d'excellence en plus dont la région a besoin, sur laquelle la région compte. Les collectivités et l'État ont fait tout ce qui était en leur moyen pour pouvoir essayer de relever la filière. Mais malheureusement, l'épisode aussi, avec le H5N8 cette année, est revenu aussi fort que l'an passé.
Xavier Palouse, est-ce qu'on sait à l'heure qu'il est combien de producteurs ont déjà jeté l'éponge? C'est-à-dire que ça continue. On n'a strictement rien changé puisqu'on continue à exploiter ces ateliers. Et donc, on n'enrayera pas cette situation tant qu'on ne réglera pas le problème changer surtout le mode d'élevage. On va y venir, un petit peu plus tard. Alors avant d'aller plus loin peut-être dans ce débat, on va s'arrêter justement sur les différents épisodes qui ont marqué cette crise. On va voir ça tout de suite avec Christophe Romain. Pour l'instant, il n'y a rien de sûr. Des éleveurs en colère, démunis face à l'ampleur du sinistre. On attend quoi que notre agriculteur se pende, se suicide pour réagir? 3 mois après le début de ce nouvel épisode de grippe aviaire, le front ne cesse de s'étendre. 415 communes d'Occitanie touchées. Mesures d'abattage systématique et vide sanitaire ne semblent pas suffisants pour enrayer l'épizootie. Pourtant, un canard sur 10 a déjà été euthanasié en France, soit près de 3 millions d'animaux. Le gouvernement vient d'annoncer des aides de l'ordre de 8 à 10 € par bête abattue. Problème, les éleveurs n'ont pas touché toutes les indemnisations de la précédente épidémie. Pour mon compte personnel, on m'a même pas soldé encore mes packs 2015. À un moment, il faudra que l'État fasse des économies, mais pas sur le dos du peuple. Car cette crise s'ajoute à celle de l'année passée, la première après 10 ans sans virus. Novembre 2015, un cas est détecté dans les Landes. La maladie se propage rapidement. Des mesures draconiennes sont alors prises. Janvier 2016, 18 départements doivent respecter un vide sanitaire total. Plus aucun animal n'entre dans les exploitations. Une première en France. Le gouvernement débloque 220 millions d'euros pour pallier le manque à gagner et faciliter la réalisation de travaux et la mise en place de nouvelles normes sanitaires. Dès que tout est propre, on prend notre nettoyeur haute pression, on lave tout le bâtiment. On lave tout le bâtiment et ensuite on désinfecte avec un désinfectant quaternaire qui a un spectre très large. Et pour finir, au niveau du sol, quand le sol est bien humide, on met de la chaux vive en poudre. En mai 2016, c'est le retour des canetons dans les élevages. Le virus H5N1 est éradiqué, mais le répit est de courte durée. En décembre 2016, une nouvelle souche, H5N8 cette fois, est détectée. C'est la responsable de la crise actuelle. Elle aurait été propagée dans le sud-ouest par un camion issu d'un élevage tarnais contaminé. Plusieurs plaintes contre X ont été déposées pour faire toute la lumière sur cette affaire. Alors a-t-on agi comme il fallait justement pour faire face à cette épizootie? On a vu là, messieurs, la pratique du vide sanitaire par exemple. Est-ce que c'est efficace selon vous, Lionel Candelon? C'est efficace que si les palmipèdes sont touchés. Or le problème aujourd'hui c'est qu'on a une contamination qui se fait par voie migratoire et même pire encore aujourd'hui elle se fait par la faune que l'on a localement. Et là c'est là où le point va être très, très grave cette année, c'est que tant que cette avifaune là ne sera pas totalement assainie, on aura encore des foyers possibles dans tout le sud-ouest. Sachant qu'en plus le virus est en train de remonter sur les couloirs migratoires, donc peut se déporter sur d'autres départements plus au nord de la France. Est-ce que par exemple, il vaut mieux pas agir au cas par cas comme l'a suggéré la Confédération paysanne? Est-ce qu'on est obligé d'abattre tous les canards? Écoutez, c'est indispensable aujourd'hui de baisser la densité d'oiseaux pour éviter que ce virus se reproduise et continue d'occuper ce territoire. Donc le dépeuplement est une action nécessaire. Les éleveurs le demandent aujourd'hui, très clairement. On ne s'en sortira pas. Les plus responsables le demandent. On ne s'en sortira pas si on n'enlève pas tous les oiseaux de manière à éteindre complètement ce bassin de virus et repartir sur une situation saine. Mais repartir dans des conditions et avec des actes qui nous permettent d'éviter l'hémorragie et l'incendie que l'on vient de connaître. Alors justement, parce que ça fait partie des indemnisations. On a vu, les pertes sont considérables pour les éleveurs. La filière, on évalue ses pertes à 120 millions d'euros. Alors l'État a promis de sortir son carnet de chèques. Mais concrètement, vous, à la région, en attendant, qu'est-ce que vous faites, Vincent Labarthe? Qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on a fait? On a accompagné donc la filière l'an passé. Pour ce qui est de la région, c'était principalement sur les mises aux normes et les besoins de travaux qui étaient nécessaires pour les élevages sur la biosécurité. Je voudrais simplement rappeler que sur la biosécurité, ça marche, puisque le H5N1, on ne le retrouve pas cette année. Le H5N8 est plus virulent, mais en tous les cas, ça a marché l'an dernier.
Donc il faut poursuivre dans cette voie. Les processus d'indemnisation sont en place. Pour ce qui est encore une fois de la région, nous avons mis au départ 4 500 000 euros, puis nous avons rajouté 1 million d'euros supplémentaires pour accompagner les élevages. Et on sait que ça ne suffira pas et on ira au-delà pour pouvoir leur permettre de cette mise aux normes nécessaire. Pas d'accord, Lionel Cardona? Moi, je ne suis pas d'accord parce qu'on a retrouvé des virus de l'année dernière en tout début d'année quand on l'a cherché dans les élevages, du H5N9 faiblement pathogène, du H5N9 faiblement pathogène. Ça a été remonté, j'en ai discuté avec le professeur Guérin, qui m'a confirmé qu'effectivement, potentiellement de temps en temps, on pouvait avoir des réapparitions de virus avec les canards dans les élevages. Professeur Guérin, spécialiste de la grippe aviaire à Toulouse. Hein. Tout à fait. Donc ça a été inutile, inefficace ce qu'on a mis en place l'année dernière? Bien oui, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons 144 virus. Donc aujourd'hui, c'est le N8 le plus sévère, le plus virulent. Et l'année prochaine, il peut en sortir un autre. De toute façon, il faut, je pense, changer systématiquement le mode d'élevage parce que justement, il y a trop de concentration qui développe vraiment le virus, quoi. Alors ça, on va peut-être en parler dans quelques minutes, mais je voudrais juste revenir sur ces indemnisations. Est-ce que vous les avez touchées, vous, les indemnisations de l'année dernière? Eh bien, justement, il y a beaucoup d'éleveurs qui sont en attente, parce qu'il y en a qui en ont touché, oui, mais sur les secteurs des normes remises en état des bâtiments et tout ça, eh bien, il y en a beaucoup qui sont en attente. Voilà. Donc c'est quand même très important la trésorerie, parce que ça permet surtout de faire tourner les éleveurs. Et surtout, ils sont actuellement très endettés et ils sont touchés très psychologiquement. Quelle réponse vous donnez, Vincent Labarthe, sur ce chapitre? Ceux qui attendent encore, ceux qui se disent, est-ce que je ne vais pas être obligé de jeter l'éponge? Il y en a beaucoup qui ont jeté l'éponge? Quelques éleveurs ont jeté l'éponge, évidemment, plus que s'il n'y avait pas eu cette crise, on en est parfaitement conscient. Ceci étant, les procédures d'indemnisation sont en place. Après, il faut rentrer dans le mécanisme. Je ne vais peut-être pas aller sur l'aspect technique, mais oui. Il n'y a pas un éleveur qui ne sera pas payé. Dès lors que les travaux sont faits, je veux dire, les éleveurs seront payés. Oui, mais quand Sur les travaux? Comment? Sur les travaux? Non, sur les mises aux normes. Sur les mises aux normes, les éleveurs seront payés comme ils le sont sur tous les autres systèmes. Dès lors que les outils sont ouverts, et ils le sont aujourd'hui. Donc oui, il n'y a pas de sujet sur cette question-là. Ils sont actuellement en attente. Voilà. Et ils n'ont pas d'argent. Si, il y a un sujet sur les subventions à la région concernant les équipements biosécurité. Moi, personnellement, mon père en fait partie. On a déposé un dossier donc, de 18 000 euros. Et quand on reçoit la réponse, on nous indemnise sur la base de 40% de 14 000 euros. Voilà. Donc là, déjà, il manque 40 000 euros de biosécurité qu'on a investi et que la personne en charge du dossier à la région, à Toulouse, a décidé, par des critères qui sont rentrés en place entre le 4 avril et le 13 juin, les dossiers ont été modifiés, il y a eu des procédures qui ont changé et on n'a pas tout indemnisé aux gens alors qu'ils avaient fait les travaux après accord de la région. Allez, vous répondez là-dessus, Vincent Labarthe, et on conclut cette très partie-là. succinctement. Après, sur l'éligibilité, suivant les mesures, il y a une éligibilité ou pas. Je ne peux pas croire que l'agent de la région ait arbitrairement écarté certaines sommes. Non, je pense que les choses ont été mises en place très sérieusement, avec la profession, avec les professionnels, avec le professeur Guérin que vous avez cité tout à l'heure. Donc ce qui relève de la biosécurité est financé. Il n'y a pas de débat là-dessus. Alors, quel ressenti justement côté producteurs et fabricants, et comment sont-ils perçus désormais du grand public, ici, notamment au Salon de l'Agriculture? On voit ça tout de suite avec Jean-Michel Escafre. Vous êtes chez un transformateur du Lot, Jean-Michel. C'est vrai que le transformateur, lui, il arrive un peu en bout de chaîne. Donc là, effectivement, un transformateur qui est à Gourdon. Nous sommes avec Eric Blaney. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a chez vous, effectivement, un retentissement déjà pour l'approvisionnement de vos canards que vous allez chercher, notamment en Occitanie? Oui, bien sûr, on est comme tout transformateur un petit peu touché par cette grippe. On se sert donc de notre matière première qui est située aussi bien dans le sud-ouest qu'en Périgord, et puisque notre maison familiale est située dans le Lot à Gourdon, et notre centre de découpe à Bergerac. Donc on travaille l'IGP Périgord, bien sûr, par des producteurs donc, de Bergerac, et également pour un deuxième corps de métier du sud-ouest pour tout ce qui est métier, tradition, restauration, caviste, épicerie fine. Et avez-vous du mal à vous approvisionner? Alors on a bien sûr du mal l'année dernière et cette année en début d'année d'approvisionnement. On est à peu près à 40-50% de moins de matières premières que l'année dernière.
Est-ce que ça vous pousse à vous approvisionner ailleurs? Alors non, puisqu'on est sous un cahier des charges bien précis, puisqu'on est sous l'IGP Périgord et l'IGP Sud-Ouest, et donc c'est des canards qui sont nés, élevés, cuisinés en Sud-Ouest. Alors il faut également préciser que cette grippe aviaire, elle n'a pas touché que l'Occitanie, que le sud-ouest de la France, mais également une partie de l'Europe, ce qui fait que finalement tout le monde a un peu de mal à s'approvisionner. Alors ceux qui voudront s'approvisionner aussi bien en Europe et de l'Est auront du mal, puisqu'ils sont également touchés, et puis vous avez un abattage aussi massif sur cette matière première là-bas, oui. Maintenant, est-ce que vous répercutez cette rareté, cette raréfaction par une augmentation de vos tarifs? Alors forcément, vous allez avoir une hausse significative sur les produits, aussi bien en particulier, donc ce qu'on appelle l'épicerie fine, légèrement parce qu'on ne peut pas sortir de marché au niveau du foie gras, et une hausse un peu plus significative au niveau épicerie fine, restauration, métier, traditionnel. Ouais. Peut-on s'attendre à une hausse également pour le Noël prochain? On va anticiper. Alors le consommateur, de toute façon, aura forcément une hausse, puisqu'il va manquer quand même pas mal de matières premières. Donc même au niveau des grandes surfaces, vous aurez une hausse significative au niveau du foie gras. Ouais. Peut-être moins de remises et plus de prix en TTC. Ouais. Merci beaucoup Éric Blény. Donc peut-être vaut-il mieux acheter le foie gras tout de suite maintenant ici sur le salon. Exactement, merci à vous. Oui, merci beaucoup à Jean-Michel Escafre. On va le retrouver tout au long de cette émission en différents points du salon. On l'a entendu, Bernard Malabérade, il vaut mieux faire ses stocks pour les fêtes de l'année prochaine parce que là, ça va être compliqué cette année, contrairement à l'an dernier. Il faut imaginer des éleveurs qui n'ont pas produit pendant 3-4 mois en 2016, qui vont passer pour le Gers, on est en arrêt de production depuis quasi début décembre, jusque sûrement avril, peut-être mai, si la situation ne s'améliore pas. Donc 5-6 mois de plus de non-production en 2017. Oui, effectivement, le produit va finir par se faire un petit peu rare. Mais je veux ici qu'on partage quand même l'émotion, l'inquiétude des éleveurs qui, pendant ces longs mois, regardent leurs bâtiments vides. C'est quelque chose d'extrêmement difficile. Donc nous devons trouver des solutions. Nous sommes dans l'urgence. La gestion de cette crise, c'est d'abord arrêter le cycle de ce virus. Malheureusement, je crains que ce soit les éléments naturels qui l'arrêtent aujourd'hui, c'est l'océan et les Pyrénées. Voilà ce qui va arrêter le virus. Les beaux jours, peut-être la chaleur. Nous n'avons pas trouvé les solutions, Iguane, pour vraiment stopper cet incendie que représente cette invasion de virus. Maintenant, il faut construire aussi l'avenir. Cette filière ne durera, trouvera sa durabilité, que si nous avons les bonnes solutions dans les évolutions de production, de transport, de personnel, de manière à ne pas diffuser à nouveau d'autres virus à l'avenir. Xavier Palouse, vous avez porté plainte, vous. Est-ce que c'est justement pour savoir ce qui s'est passé, comment ce virus s'est propagé et revenu? Eh bien, disons que y a une chaîne qui est mise en place, et donc dès le moment où les ateliers ont accompli leur devoir, automatiquement il y a un circuit qui se met en place. Et on ne tient absolument compte de la situation. C'est-à-dire que, par exemple, je pourrais prendre l'exemple de chez moi dans le Tarn, où justement l'élevage d'à côté était transporté, alors qu'à côté, il y avait suspicion. Donc on aurait dû tenir compte de cette situation. Donc il y a la chaîne industrielle qui se met en marche, et donc on ne tient pas compte du sanitaire. Voilà. Est-ce qu'il faut revoir complètement cette filière, comme le demande le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll? Est-ce qu'il faut revenir vers des élevages plus traditionnels, c'est-à-dire en autarcie, comme on a pu connaître dans le Gers? Il y en a encore, mais de moins en moins. Je pense qu'il ne faut pas partir sur des très grosses unités, des bâtiments de plus de 10 000 canards où on a 15 000, 20 000, 33 000 canards. On a un site dans le Gers où il y a 33 000 canards. À 20 km, les petits éleveurs n'étaient même pas au courant de ce site-là. Oui, parce qu'on découvre une image du foie gras qu'on n'imaginait pas du tout. On avait plutôt l'impression que c'était un produit artisanal, traditionnel. En fait, c'est très industrialisé maintenant. Il s'est industrialisé à grande échelle ces dernières années. Et depuis ces dernières années, on a une apparition du virus qu'on n'avait pas avant. Le problème, c'est qu'on n'a toujours pas tiré les conclusions et les conséquences des erreurs qu'on a commises au mois de décembre. Le dernier cas, dans le 47, à Puges-d'Agenais, c'est encore une coopérative industrielle qui nous sort des canards du département du 64, qui est aujourd'hui presque entièrement au tapis à cause du virus, pour les faire gaver dans le 47 et traverser également le département des Landes.
Je veux dire, il est tout à fait inadmissible qu'on ait encore des foyers qui se créent parce que des industriels ou même des petits acteurs, mais c'est que pour l'instant, ce sont que des industriels, nous déplacent des canards sur 3 départements comme ça. Vincent Labarthe, les autorités sanitaires sont sur le coup par rapport à ça ou pas? Oui, et bien sûr, les autorités sanitaires sont sur le coup. Toutes les mesures qui ont été prises découlent d'ailleurs des décisions qui ont été prises par les autorités sanitaires, mais il y a quand même, pour avoir financé, la région a financé l'an dernier les formations. Un secteur a échappé massivement aux formations, on peut le regretter, c'est le transport. Et je crois que là, il y a un vrai sujet sur ces questions de transport, les équipes d'attrapage aussi, tous ces intervenants qui malheureusement n'ont pas été formés l'an dernier et qui, aujourd'hui, on voit bien, sont le maillon faible. Donc je pense que la filière doit effectivement se réinterroger, c'est ce qu'ils sont en train de faire, la remettre complètement en question, peut-être pas, mais en tous les cas, une interrogation comme l'a suggéré le ministre. Merci à vous, messieurs, d'avoir accepté de donner votre point de vue, de nous avoir éclairé également sur cette crise de la grippe aviaire. Alors, autre crise dont on parle moins, mais qui continue à frapper nos agriculteurs, c'est celle des prix de la viande, encore du lait, mais pas seulement. Un chiffre pour vous donner une idée, 600 millions d'euros, c'est le montant de l'aide versée par l'État. Et pourtant, de nombreux producteurs estiment ne plus vivre de leur travail. Alors, à 1 an après ce conflit qui a opposé ces producteurs, non seulement à la grande distribution, mais aussi à l'État, où en est-on, Anne-Sophie? Eh bien, nous sommes allés poser la question à un éleveur de l'Aubrac dans l'Aveyron. Et aujourd'hui, en plus des cours très bas, il y a autre chose qui l'inquiète, c'est ce fameux nouveau traité européen d'échange commercial avec le Canada, le CETA. Explication avec Rouzanne Avanissian et Régis Guillon. Elle est très câline, mais là, elle sent qu'il faut composer, ça ne lui plaît pas peut-être. Cette belle Aubrac est le fleuron du cheptel de Francis Sabrier. Installé depuis 38 ans dans le Nord Aveyron, cet éleveur possède une trentaine de vaches laitières. À 60 ans, ardent syndicaliste, il s'insurge contre le CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada. On va assister à une dérégulation des marchés encore plus importante et une importation massive de viande bovine notamment et de viande de porc. Donc dans notre département, ça va avoir un fort impact négatif puisque déjà il y a des cours assez bas, des difficultés pour les paysans. Elles vont être aggravées par ces importations supplémentaires à bas prix. Mais ce qui préoccupe aussi Francis Sabrier, c'est le fromage de l'Aïol. Il en fabrique 5 tonnes par an. Or, l'Union européenne va sacrifier à l'accord de libre-échange 90% de ses appellations d'origine protégée. Si le Roquefort est sauvé, l'AOP l'Aïol, lui, est coulé. Nous, on dit que c'est une discrimination sans précédent et c'est une brèche qui est ouverte notamment au niveau des appellations d'origine protégée. Après le vote des députés européens, le CETA doit encore être validé individuellement par les 28 États membres. La Confédération paysanne profitera du Salon de l'agriculture pour interpeller les parlementaires français et les convaincre de ne pas le ratifier. Alors nous ne les avons pas encore croisés, ces syndicalistes de la Confédération paysanne qui cherchent à interpeller les parlementaires sur ce salon. En revanche, les producteurs de lait et de viande sont bien présents, Sophie. Oui, Jean-Michel Escaf, on va le retrouver, il est avec l'un d'eux. Jean-Michel, expliquez-nous dans quel état d'esprit justement il est venu sur ce salon. Alors effectivement, il est intéressant de faire un peu un bulletin météo pour la situation des éleveurs bovins. Rappelez-vous, il y a 1 an, le salon d'agriculture commençait en pleine crise de l'élevage bovin. Nous sommes avec monsieur Nicolas Lassalle, qui est éleveur à la Bastide Espar-Bayrenx, c'est dans le Cabardès, dans l'Aude. Donc j'aimerais savoir, pour vous, est-ce que le ciel est toujours nuageux ? Le ciel reste nuageux aujourd'hui, c'est toujours d'actualité. Les prix des bovins sont en chute libre. Il y a toujours un souci en ce qui concerne la vente de la viande et des petits broutards, des petits veaux. Bon, entre autres, vous dénoncez toujours une réduction de vos marges, alors que les marges des intermédiaires continuent à augmenter. On parle de la grande distribution, on parle de l'abattage, de la découpe. Les prix aujourd'hui sont fixés en viande bovine par un terme qui me choque, qui s'appelle le minerai. On se fixe, c'est des prix mondiaux, on nous dit que ce sont des prix mondiaux qui sont fixés par les grosses centrales d'achat des supermarchés, des hypermarchés, et on se base sur des prix qui sont très bas. Nous, en tant qu'éleveurs bovins viande, de race à viande et de race rustique, nous voulons que nos prix soient payés suivant nos coûts de production, c'est-à-dire qu'ils sont nettement supérieurs à ce minerai qui n'a rien à voir avec ce que nous produisons au quotidien.
Et est-ce que ça, justement, le salon d'agriculture, c'est pas le moment de faire passer ce message? Est-ce que c'est pas l'occasion? Est-ce que le consommateur est prêt à l'entendre, ça? Alors le consommateur est tout à fait prêt parce qu'à chaque fois qu'on se retrouve au salon d'agriculture, les discussions, la communication, parce que le salon c'est fait pour ça, c'est pour discuter avec les consommateurs. C'est fait pour parler de génétique en viande bovine, c'est fait pour parler d'amélioration des races, mais c'est pour parler aussi de cette communication avec la société de consommation. Et le consommateur nous dit tout le temps, on vous soutient. Et donc ce juste retour de la rémunération, il est en place, on va en parler, ça va être le sujet toute la semaine du salon d'agriculture, où par le syndicalisme, entre autres la Fédération nationale bovine, nous avons mis en place une marque qui va s'appeler Éleveurs engagés. Ça veut dire que les éleveurs s'engagent à produire un produit de qualité, mais qu'en contrepartie, ils veulent avoir un juste retour de ces coûts de production et que ça couvre au moins leur coût-production pour qu'ils puissent vivre de leur métier. Merci beaucoup Nicolas Lassalle. Donc je vous invite, Anne-Sophie, Patrick et vous tous, à venir ici au pavillon 1 pour admirer cette race de montagne, la race gasconne. Oui, elles sont magnifiques ces gasconnes. Allez, on a beaucoup parlé de crise, mais tout n'est pas noir dans l'agriculture de la région. C'est même de plus en plus vert comme le bio qui a le vent en poupe. Un producteur bio sur 5 est en Occitanie. Même engouement pour les circuits courts que vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser pour faire vos courses. Deux tendances, deux phénomènes sur lesquels on va s'arrêter maintenant dans la deuxième partie de cette émission. Bio local, pourquoi un tel succès? Est-ce la solution miracle pour les producteurs et les agriculteurs? Comment éviter les pièges et les dérives? On en parle avec nos invités. Oui, on a gardé avec nous Bernard Malabirade et Vincent Labarthe et on accueille Nadia Vidal. Bonjour, vous êtes castanéicultrice en Lozère et vous vendez notamment vos produits dans un magasin qui regroupe plusieurs producteurs, une douzaine de producteurs du côté d'Alès dans le Gard. Également avec nous Michel Biérot, bonjour. Vous êtes responsable des achats chez Lidl France. C'est ça. Petit tour de table peut-être pour commencer. Oui, mais bien sûr. On va vous demander où vous achetez vos légumes. Bon, Nadia Vidal, j'ai peut-être une petite idée. Oui, tout à fait. On les achète à la boutique paysanne. Et Monsieur Lidl aussi, j'ai une petite idée. On a 1500 magasins en France, donc j'ai suffisamment de points de vente pour les acheter chez nous. Vincent Labarthe. Je dois dire que mes parents me fournissent beaucoup et pour le reste, je l'achète dans l'épicerie du village. Très bien. Et vous, Bernard Malabirade? J'ai la chance d'avoir mon père sur la ferme qui a 90 ans et qui fait un jardin et donc je me fournis au jardin de mon père. Alors là, c'est Voilà. directement du producteur au consommateur. Alors un chiffre justement pour illustrer ces circuits courts. Un agriculteur sur 5 vend en circuit court. Oui, et réduire les distances entre les producteurs et les consommateurs, eh bien, ça peut se faire de nombreuses façons. On en a parlé avec une boutique paysanne ou à travers une AMAP ou dans un drive fermier. Et oui, ça existe. Alors voici quelques exemples déjà en place dans notre grande région, des exemples compilés par Laurent Baumel. Le train express régional numéro... C'est le marché à la gare maintenant. Oui, tous les vendredis, de 16h à 20h. Un marché bio en pleine gare, c'est à Montpellier-Saint-Roch. Les clients voyageurs remplissent leur caddie avec des produits made in Pignan, une commune de la métropole héroltaise. Ça me plaît de sortir du train et de faire mes courses pour rentrer après les vacances. Je passe là régulièrement, donc je trouve qu'il est sympathique d'avoir un commerce dans un tel lieu. Tout ce qu'on peut faire pour avoir accès à des circuits courts est bien. Arnaud, le producteur, paye ici 200 € à la SNCF pour un emplacement à l'année, un investissement intéressant à plus d'un titre. Pour m'ouvrir un nouveau marché, pour être plus proche du client. Et voilà, je pense que c'est une belle opportunité. C'est quand même pas simple d'avoir une place en place centre-ville à Montpellier. Circuit court, vente directe, les gares ont du succès. Exemple, Carcassonne, qui s'est également mise au diapason. Ça vient de la terre directe, il n'y a pas beaucoup de... Ça n'a pas passé par plein d'intermédiaires. Et l'argent, ça va à lui, donc c'est mieux aussi. L'idée de ces circuits courts qui permettent à des producteurs locaux de vendre en direct, la région Occitanie s'en est fait une spécialité, en n'oubliant pas de se mettre au goût du jour. Hop, une courge de Nice. Les agriculteurs gardois du réseau Bienvenue à la ferme se mettent à la page internet en créant le drive fermier gardois. Ici, on a tous les produits, donc les fruits, les légumes, les produits laitiers. Et donc le client peut composer son panier en ligne. 23 producteurs, 8 artisans alimentent ce drive fermier gardois.
Dans les Pyrénées-Orientales, cette AMAP, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne, a déjà 10 ans. Elle a permis de sauver de la prédation immobilière des centaines d'hectares de terres agricoles, l'autre fléau de la disparition des exploitations. Lutter, mais aussi éduquer. Est-ce que vous savez ce que c'est ceci? Les bois. C'est des racines. C'est la bouche du légume. Et la réponse se retrouve ensuite dans l'assiette. Depuis 4 ans, dans les cantines des écoles de l'Ariège, les élèves mangent local. Le prix d'une politique audacieuse et volontariste, les circuits courts contre la mondialisation de la malbouffe, sans faire de protectionnisme béat, consommateurs et producteurs veulent tout simplement sauver leur peau. Alors Nadia Vidal, est-ce que vendre en direct, c'est un bon remède à la crise? C'est un remède en tout cas. Voilà. Est-ce que c'est réellement un remède à la crise? Mais c'est un remède. C'est une façon de travailler qui est différente. Bon, nous avons la chance donc d'avoir des boutiques paysannes donc. Et qui a près d'une vingtaine. Hein. Oui, à peu près une vingtaine. Donc moi la mienne c'est la ferme du coin à l'Est, pour ne pas la citer bien oui, sûr. Non, hein. On va pas bien, voilà, ça fait du bien. Ça reste entre nous. Voilà, ça reste entre nous, vous avez raison. Et donc de ce fait, les consommateurs sont très attentifs. Voilà. Et ça nous permet de discuter. Oui, il y a un lien direct, voilà, on a un lien direct très fort avec les consommateurs. Vous, Bernard Malabirade, vous êtes éleveur bovin, c'est ça? Quel est, d'après vous, le meilleur système pour vendre en direct? Alors, la vente directe, elle existe depuis très longtemps. Je viens du Gers, le foie gras, le vin, c'était par excellence des produits qui se vendent et qui se vendaient en direct depuis extrêmement longtemps. Donc on a une vraie vision très professionnelle des vendeurs en direct. Il faut savoir produire sur son exploitation, commercialiser, garder une relation client, tout en continuant de bien produire sur l'exploitation, sans rien laisser tomber. Donc c'est une vraie difficulté. Mais quelle est la meilleure formule? De faire venir les gens chez soi, de se regrouper dans une boutique, de déléguer ça à quelqu'un d'autre? Toutes les formes existent et toutes ont leur titre de noblesse. La réalité, c'est que c'est vrai que la grande distribution, qui a extrêmement progressé depuis 30 ans, n'a pas su renvoyer la valeur ajoutée à ses producteurs. Elle a capté la valeur ajoutée. Vous voyez, on prenait un exemple d'un éleveur tout à l'heure. Cet éleveur-là, il élève sa vache pendant 8 ans. Eh bien, en 48 heures, la grande distribution prend 3 fois plus de marge par kilo de viande que lui en l'ayant gardé 8 ans. Circuit court et grande distribution, c'est possible ou pas, Michel Biron? Bien sûr que c'est possible. Quelque part, on est déjà un supermarché de proximité. Alors, bien évidemment, on n'a pas la proximité de Madame, mais avec nos 1500 points de vente, chaque Français a un magasin à moins de 10 km de chez lui. Mais vous approvisionnez localement sur quel type de produit, par exemple? Par exemple, sur le fruits et légumes, nous sommes quasiment obligés de nous approvisionner localement parce qu'on trouve très peu de producteurs qui puissent fournir 1500 magasins. Donc les 1500 magasins sont approvisionnés à travers 25 plateformes d'approvisionnement. Et chacune des plateformes, on va s'approvisionner localement. Et quand on dit la grande distribution impose ses prix? Alors, non, bien évidemment, je ne peux pas être d'accord avec ça. Dans le sens où on a des démarches avec les organisations syndicales agricoles, on a des démarches avec les éleveurs. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est présent sur le salon d'agriculture. C'est très important et je rejoins monsieur, effectivement, le partage des valeurs est important. Et je ne dis pas qu'on a été parfait dans la grande distribution, loin de là, et certainement pendant 25 ans. Oui, parce que c'est quand même nouveau aujourd'hui de revenir vers les producteurs. Est-ce que c'est pas aussi pour apaiser les tensions? Parce qu'on a vu que ça s'est beaucoup envenimé entre les deux camps. Tout est parti de 2015, effectivement, où il y a eu des tensions et cette crise qui était à son apogée. Mais c'était aussi pour répondre à une demande consommateur, parce que le consommateur demande de plus en plus du local, du régional, du terroir et donc du Made in France. Donc c'était pour répondre, oui, c'était, et je m'en suis jamais caché, bien sûr que c'était pour apaiser, mais finalement la matière première, elle est pas chez moi, elle n'est pas chez l'industriel, elle est chez l'éleveur. Donc si on ne met pas à un moment donné l'élevage dans la boucle, on n'y arrivera pas. C'est pour ça que d'ailleurs aujourd'hui sur le salon, on interpelle les politiques et tous les candidats à la présidentielle pour dire mais quand est-ce que vous intégrez les tripartites dans vos programmes? Quand est-ce que vous intégrez le fait que les éleveurs soient autour de la table des discussions, de la négociation? Nadia Vidal, vous le trouvez crédible quand il dit qu'il va se rapprocher des producteurs? Dans son rôle, bien sûr. Très bien. On ne vous sent pas très convaincu. Je ne sais pas, Vincent Labarthe. Vincent Labarthe, la région, le politique, lui, il voit ça comment, ces circuits courts? Est-ce que ça a vraiment dynamisé ou redynamisé l'agriculture en Occitanie?
Oui, bien sûr. Alors d'abord, la région a une politique de qualité. Donc nous sommes première région d'Europe en production sous signe de qualité avec 250 produits sous signe de qualité. C'est une marque, c'est le savoir-faire. Donc nous essayons de soutenir plus que jamais cette politique de qualité. Ensuite, l'important, c'est que le producteur retrouve ses marges. J'entends monsieur, il faut partager la valeur, mais il faut surtout partager la valeur ajoutée. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et c'est un peu ce qui manque quand même, hein, dans le contrat tripartite dont vous parlez. Non mais attendez. Allez-y, allez-y. Non, je voulais juste te dire, ce ne sont pas que des paroles. On a de très très beaux exemples, sinon je ne serais pas sur le salon de l'agriculture. On a des tripartites et pas que sur 2% du volume. 100% du porc frais dans tout le nord de la France est sous tripartite. Les éleveurs sont avec nous sur le stand. Et ce n'est pas juste de dire on a une tripartite. Non, c'est un vrai partage de la valeur. Et le démarrage de la tripartite, c'est les éleveurs. C'est les éleveurs qui doivent nous donner leur coût de production d'un kilo de porc quand il sort de chez eux. Rapidement pour conclure sur les circuits courts. Nous n'avons pas le même modèle économique que la grande distribution. Nous amortissons nos bâtiments sur 15 ans. Un jeune qui s'installe sur Cheptel sur 30 ans. La grande distribution, en moins de 5 ans, ils arrivent à payer leur magasin. Donc, mettons-nous sur les mêmes modèles économiques et là, partageons la vraie valeur des choses. Merci à vous. Alors, autre secteur en plein boom. C'est le bio. Le bio qui progresse, qui gagne énormément de terrain. Avec un chiffre parlant en Occitanie, Patrick. Tout à fait. L'Occitanie, première région bio de France. 6495 exploitations et près de 320 000 hectares en reconversion. Oui, le bio qui séduit de plus en plus de producteurs à l'image de cette famille de maraîchers de Mogio. C'est la ceinture verte de Montpellier. Après avoir travaillé des années de façon, on va dire, conventionnelle, traditionnelle, ils sont passés à l'agriculture raisonnée et se préparent maintenant à l'étape suivante, c'est-à-dire à passer en bio, avec évidemment beaucoup de changements. On va voir ça avec Jean-Philippe Faure et Franck de Tranchant. Excellent. Dans la famille Giner, on est maraîcher sur la commune de Mogio depuis 4 générations. Mais depuis 4 ans, changement de cap. La famille est passée d'une culture conventionnelle à une culture raisonnée, une agriculture plus respectueuse de l'environnement, de la santé et du bien-être animal. Un choix qui a bousculé un certain nombre d'habitudes. Ça nous a obligés à d'énormes changements au niveau du matériel, au niveau des techniques. Tout est différent. Tout est différent. Donc de nouveaux investissements, un nouveau challenge. Donc cette démarche, on l'a faite en tenant compte de tous ces paramètres. Et on est heureux aujourd'hui de pouvoir amener un produit sain sur le marché. Et le pari est gagné, à en juger les nombreux clients qui viennent ici chaque jour, au cœur de l'exploitation, se ravitailler en fruits et légumes. On évite les grandes surfaces, parce que les grandes surfaces, ce sont des produits d'abord qui viennent, on ne sait pas où. Et puis on préfère justement ces produits-là parce qu'il y en a beaucoup qui viennent de la région, il y en a beaucoup qui sont régionaux et qui sont très très bons. Une toute autre manière d'appréhender l'agriculture, une démarche courageuse, une décision radicale, pas facile à prendre, surtout quand les pouvoirs publics n'encouragent pas vraiment ce type d'initiative. Il faut remplir des dossiers, est-ce que vous rentrez bien dans le cadre, est-ce que vous êtes bien comme il faut, au moment où il faut. Et c'est tellement pesant et tellement rébarbatif et tellement lourd administrativement que bien souvent on se décourage et on se dit eh bien, la démarche on va la faire tout seul et c'est notre cas, on se débrouille tout seul. Fort de ce succès, la famille Giner a pour ambition de passer certaines de leurs parcelles en culture bio. Un délai administratif de 3 ans sera nécessaire pour l'obtention du label. Oui, quelques parcelles en bio pour cette famille. Nadia Vidal, vous qui cultivez des châtaignes et des fruits en bio, expliquez-nous, on n'est pas obligé de passer toute l'exploitation en bio d'un coup ? Alors moi, donc, toute mon exploitation est certifiée en agriculture biologique, puisque je n'ai pas d'animaux. Mais pour moi, c'est une évidence. Enfin, le bio dans les Cévennes, c'est une évidence. Voilà. La façon de travailler en agriculture biologique, c'est réellement, sur des territoires comme les nôtres, sur la Lozère, c'est réellement une opportunité et en plus une évidence par rapport au territoire. Mais on peut le faire progressivement, on peut y aller petit à petit. Oui, au niveau des conversions. Donc on est d'ailleurs une région où on convertit énormément puisque nous avons la demande et donc il nous faut produire maintenant. Alors justement, qu'est-ce qui séduit les agriculteurs dans cette conversion au bio ? C'est quoi la promesse d'un meilleur revenu ? Alors, c'est d'abord que en Midi-Pyrénées et Languedoc, nous avons ce qu'on appelle des petites terres. On l'a dit au début, un faible potentiel agronomique.
Et c'est vrai, quand on fait de petits rendements, eh bien, essayer de les placer sur des segments de marché comme le bio qui sont mieux valorisés, c'est pas plus mal. Quand on fait par exemple 40-50 quintaux de blé, si le potentiel c'est 35 en bio, il vaut mieux faire 35 en bio, c'est vendu 3 fois plus cher. Voilà, c'est très simple, c'est mathématique et les agriculteurs sont dans ce format-là. Et on le déploie sur l'ensemble des productions aujourd'hui. Maintenant, attention, c'est moins facile. Il faut être extrêmement pointu pour être producteur bio. Il n'y a pas les produits phytosanitaires pour soigner les plantes lorsqu'elles sont malades. Donc il y a des pertes de production qui peuvent être importantes. Donc il y a une fragilité, d'où les aides à la conversion. Alors, est-ce que c'est justement aussi ce qui pousse les agriculteurs à se convertir, l'attente des consommateurs? Vous, par exemple, vous avez installé des rayons bio maintenant dans vos grandes surfaces. Tout à fait. Le bio a explosé en 2015-2016. C'est un filon. C'est un filon. C'est une demande du consommateur. On est sur le fruits et légumes, juste pour parler que du fruits et légumes, on est à des progressions à plus 30, plus 40 en bio. Le problème, c'est l'approvisionnement du bio. Et c'est justement ça la difficulté aujourd'hui. Chez Lidl, on a 100 références de produits fruits et légumes, 20 sont en bio. Mais pour avoir les quantités suffisantes pour approvisionner 1500 magasins, c'est compliqué. Et donc, on est en train de mettre en place avec les producteurs, qui d'ailleurs, juste une parenthèse, dans le fruits et légumes, c'est beaucoup plus facile à travailler les fruits et légumes que la viande ou même les produits laitiers. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Je suis en direct avec les producteurs. Et ça, c'est un énorme avantage pour nous. Et donc, on est en train de mettre en place des contrats de mise en culture pour justement aider à la conversion au bio, parce que ça nécessite, vous l'avez entendu, 3 ans pour passer une terre en agriculteur biologique. Et donc, on signe de ce genre de contrat avec les agriculteurs pour assurer nos approvisionnements futurs. Nadia Vidal, c'est compatible de pouvoir continuer à faire du bio bien et en même temps fournir les grandes surfaces qui vont être de plus en plus demandeuses? Moi, je pense bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Il suffit d'avoir quand même des hectares disponibles, ce que, comme monsieur l'a justement rappelé, nous sommes sur un territoire où, par exemple, on n'a pas non plus de très très grandes exploitations. Donc je comprends que pour fournir des magasins tels que ceux-là, il faut quand même avoir réellement des agriculteurs qui travaillent très bien parce que c'est très technique. Alors, le bio est aussi victime de son succès. Mi-janvier, les agriculteurs bio du Gers, à l'appel de la FDSEA, ont manifesté pour réclamer à la région les aides qui n'étaient toujours pas versées. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vincent Labarthe, vous n'arrivez pas à suivre, justement? Alors, c'est pas tout à fait la région. La région est autorité de gestion, mais en fait, la difficulté qu'on a malheureusement depuis 2015, c'est l'outil de paiement qui est géré par l'autorité de paiement, qui est une autorité nationale, n'est pas encore en place. Ce qui entraîne effectivement des retards de paiement qui sont tout à fait déplorables. À l'heure où notre région, ça n'a pas été dit, mais nous pesons à peu près 25% du bio national et nous avons un taux de conversion qui est inédit, puisqu'en 2015, par exemple, on était à 30%, quand le reste de la France était à moins de 6%. Donc par rapport à tout ce qui a été dit par Bernard Malabirade ou par Nadia également, on a effectivement une réelle dynamique qu'on a la volonté d'accompagner. On met des moyens qui sont importants. On en a mobilisé des supplémentaires pour pouvoir accompagner cette dynamique parce que nous savons bien que c'est un vecteur qui va permettre de sauver une large partie de l'agriculture de notre région. Le problème, c'est qu'on est dans une telle dynamique, pardon, je vais vous donner la parole après, mais juste une petite question, est-ce qu'on n'est pas en train de tomber dans une production du coup standardisée, industrialisée et s'éloigner finalement des valeurs du bio, peut-être Bernard Malabirade? Non, je crois que le bio est un cahier des charges très précis, qui est très suivi, qui est été certifié par pour un organisme externe, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Le souci qu'il y a, c'est qu'on est victime de notre succès dans notre région. Il y a beaucoup de volonté de conversion de la part des agriculteurs. Et la région seule n'a pas les moyens financiers de suivre pour tous au vu de cette vague importante de conversion. Ce que nous demandons, c'est aux politiques en général, à la région, mais aussi, nous l'avons dit au président de la République encore ces jours-ci, il faut, puisque d'autres régions ont moins d'engouement pour le bio, eh bien ramenons tous les crédits européens dédiés au bio qui étaient partagés dans chaque région au travers des FEADER, ramenons-les à Midi-Pyrénées pour qu'on puisse accompagner cette vague de conversion de Midi-Pyrénées et de Languedoc, bien sûr. Alors, on va marquer une pause macaron. Ah bah oui, c'est l'heure de la pause macaron avec Jean-Michel Escafre, toujours dans les allées du salon et pour le coup avec un macaron bio, Jean-Michel. Oui, absolument Patrick. Nous sommes avec Alain Roux qui fabrique des macarons bio à Montpellier. Bonjour. Alors la première question que j'ai envie de poser, est-ce que vous arrivez à vous approvisionner facilement? Macarons, amandes, déjà en Occitanie c'est compliqué, non? Bonjour.
Alors oui, effectivement, on a aujourd'hui des filières qui sont quand même mieux structurées sur le bio, donc on arrive à s'approvisionner. Pour certains produits, il faut faire attention à prévoir ses commandes à l'avance parce que les livraisons ne se font pas du jour au lendemain nécessairement. Après, effectivement, pour l'amande, l'amande est une denrée, surtout en bio, qu'on trouve difficilement en France et pour laquelle on est obligé de s'approvisionner bien souvent à l'étranger. Donc c'est moins éco-responsable. L'empreinte carbone est plus importante. Oui, mais on essaye quand même de faire en sorte qu'elle soit au minimum. Est-ce que vous-même, en tant que consommateur, vous consommez bio et comment? Alors moi, j'ai la chance d'avoir un grand jardin, un grand potager, et donc on consomme bio notamment par notre production personnelle, et puis après aussi en s'approvisionnant soit directement via AMAP à côté de chez nous, soit dans les magasins bio sur Montpellier, puisqu'on habite sur Montpellier. Merci beaucoup Alain Roux, on se retrouve dans quelques instants pour goûter vos macarons. Je suis aussi avec des visiteurs au salon. Bonjour. Alors vous, est-ce que vous consommez bio, madame? Oui, ça arrive régulièrement. Alors on s'apprivoise. Avec les macarons, c'est compliqué. C'est difficile, plutôt en grande surface, mais ça nous arrive aussi d'aller en boutique vraiment spécialisée. Oui. Donc le mode de consommation bio, s'il peut s'assortir également d'une sélection des magasins, c'est important? C'est important, si le magasin est spécialisé, la qualité est sans doute meilleure que dans les grandes surfaces non spécialisées. Le bio éthique, c'est vraiment, ça va de pair? Le bio et l'éthique vont de pair. Est-ce que le prix est important quand vous achetez bio? On consomme peut-être un petit peu moins, mais un petit peu mieux. Et donc, on préfère la qualité à la quantité. Merci beaucoup à tous les deux et bonne visite du salon. Voilà donc consommer bio finalement, oui, c'est possible. Et évidemment, lorsqu'on le fait, il faut avoir beaucoup de choses à l'esprit, notamment le prix et la sélection des magasins. Merci beaucoup Jean-Michel, on passera nous aussi goûter sur le stand de tout à l'heure parce qu'il y a un grand espace Occitanie, on ne l'a pas précisé, mais il y a 1600 mètres carrés avec une centaine d'exposants. Ça occupe une grande part du salon ici puisque, je vous rappelle, nous sommes toujours au salon de l'agriculture qui s'est ouvert ce matin, porte de Versailles, pour cette émission exceptionnelle. Occitanie, quel sillon pour notre agriculture, c'était le thème de cette émission. Et pour la conclure, eh bien, on a invité un expert. Bonjour François Purseigle, vous êtes sociologue des mondes agricoles à l'École nationale supérieure agronomique de Toulouse. Alors on vient de parler du bio, d'agriculture raisonnée. Est-ce que c'est véritablement l'avenir du monde agricole? C'est un des avenirs possibles pour un certain nombre d'agriculteurs, mais il ne faut pas oublier que si le bio, si les circuits courts marchent très bien dans la région, c'est aussi parce que certains se sont investis dans ces démarches-là depuis 15 ou 20 ans. Ça nécessite de la professionnalisation, ça nécessite beaucoup de technicité. Tous les agriculteurs, et notamment ceux en situation de crise, ne vont pas pouvoir se convertir en bio comme ça. Il y a des verrous technologiques. Et puis, certains agriculteurs n'ont pas forcément l'appétence pour faire les marchés, aller vendre leurs produits. Et il faut arriver à accompagner donc une diversité de situations, une diversité de rapports au marché, de rapports à la façon de travailler. Alors vous avez aussi écouté très minutieusement cette émission. Est-ce que, d'après vous, d'après ce que vous avez entendu, est-ce qu'aujourd'hui cette grande région Midi-Pyrénées plus Languedoc-Roussillon sur le plan agricole, est-ce qu'elle est cohérente? Elle est plus que cohérente, je pense qu'elle incarne la diversité française. Alors, il est clair que certaines productions, notamment les productions méditerranéennes, devront être accompagnées différemment des productions de l'ex-région Midi-Pyrénées. Il y a beaucoup de producteurs, notamment en Occitanie, qui ne sont pas soutenus par des dispositifs de politique publique. Il y a aussi des productions orphelines sur le plan technique. Je pense, par exemple, le secteur de l'oléiculture est un secteur orphelin en matière d'accompagnement technique, en matière de soutien public. Il va falloir aussi repérer ces, d'une certaine manière, niches, ces marchés, ces productions qui peuvent être intéressantes pour relever des situations de crise, ou du moins répondre à des situations de crise, et aider les producteurs dans ce sens. Est-ce que finalement, face, comme vous la décrivez, à une agriculture mondialisée, financiarisée même aujourd'hui, est-ce que la notion de terroir n'est pas finalement le repère, notamment pour le consommateur? Oui, c'est un des repères, mais on se rend bien compte aussi que ça ne suffit pas.
On le voit, bon nombre d'agriculteurs dans le secteur de l'élevage avaient fait des efforts. Et pour autant, ils sont confrontés à des crises sans précédent, des crises économiques, des crises sanitaires. Et donc on voit bien que les dispositifs de protection juridique tels les AOP eh bien, n'excluent pas aussi des situations de crise d'une ampleur sans précédent. On le voit aujourd'hui avec la production de foie gras. Juste peut-être un dernier mot. Est-ce que la marque, entre guillemets, Occitanie est audible d'après vous aujourd'hui parmi les consommateurs qui sont autour de nous dans le salon? Est-ce qu'on existe? Oui, je pense qu'en fait l'Occitanie incarne aussi un territoire ouvert. C'est un territoire qui attire de nouvelles populations, des jeunes aussi qui veulent faire ce métier différemment. Et donc l'Occitanie, c'est non seulement une marque commerciale, mais c'est aussi une certaine façon de concevoir les métiers de l'agriculture. Merci à vous, François Purseigle. On ne va pas se quitter dans cette émission sans faire un dernier détour par les stands avec un animal bien sympathique, l'âne. Et pour notre dernière escapade, on se retrouve dans le pavillon 6 qui est réservé aux équins, mais aussi aux ânes. Et là, nous sommes sur le stand de Sébastien Solé, qui est éleveur d'ânes des Pyrénées à Coursan. C'est tout près de Narbonne. Là, il est en train de rentrer dans son box Balou, qui est un baudet, c'est-à-dire un âne destiné à la reproduction. Alors, je m'avance vers Sébastien pour lui demander, est-il vrai, Sébastien, que l'âne des Pyrénées est en voie de disparition ? Oui, l'âne des Pyrénées, c'est une race menacée de disparition. C'est une race à petit effectif. On compte à peu près 70 à 80 naissances par an. Donc voilà, il est important de préserver la race, parce que c'est un patrimoine à conserver. Alors c'est vrai que conserver l'âne, c'est important parce que l'âne est utile. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec un âne. Oui, aujourd'hui, bon, l'objectif, c'est effectivement de trouver des débouchés à ces animaux pour qu'ils retrouvent leur place dans la société. Quels sont-ils, ces débouchés? Alors aujourd'hui, bon, la principale activité jusqu'à maintenant, c'était la location de randonnée, donc sur des grands territoires comme le chemin de Stevenson ou autres dans les Pyrénées, mais également des cosmétiques au lait d'ânesse, de la médiation asine. Et également... la médiation asine, expliquez-moi. La médiation asine, ce sont des personnes qui travaillent avec les ânes pour travailler au contact de personnes handicapées, personnes âgées, pour refaire du lien avec l'animal. Et également, on les utilise beaucoup dans la traction asine, donc dans le maraîchage et dans l'agricole. Tout ça parce que finalement, l'âne est un animal qui est très très près de l'homme et ça c'est important. Oui, l'âne des Pyrénées, bien évidemment, est un animal qui est proche de l'homme, qui a toujours vécu près de l'homme et qui s'éduque bien, qui travaille et qui est très volontaire au travail. Je vais vous le dire, il s'éduque vraiment bien, c'est pas compliqué? Non, c'est un animal qui s'éduque bien, contrairement à sa mauvaise réputation qui est flouée. Non, c'est un animal qui s'éduque bien et qui travaille bien. Merci beaucoup Sébastien. Donc je vous invite à retrouver Sébastien Solé et l'âne des Pyrénées, Balou, qui est juste derrière nous ici dans le pavillon 6. Oui, un âne pas si têtu finalement. Merci à vous Jean-Michel, vous étiez accompagné d'Enrique Garibaldi mais également des équipes techniques de France Télévisions ici sur ce salon de l'agriculture. On les remercie, elles vont travailler pendant 10 jours. Merci également à Loïc Lemarchand qui va d'ailleurs réaliser la plupart des émissions cette semaine, un bon marathon. Merci également à Emmanuel Breteau qui, comme d'habitude, nous a aidé à préparer cette émission. Et puis merci à tous les producteurs de notre région qui nous ont ouvert leurs portes. C'est déjà l'heure de se quitter, Anne-Sophie. Oui, mais tout de suite, vous allez retrouver les carnets de Julie. On va continuer à parler de bons produits, de terroir et de cuisine. Merci de nous avoir suivis. On vous souhaite une très belle après-midi et à très bientôt.